Merci beaucoup. Je viens de partager sauvagement mon écran pour la présentation que je vais démarrer et sur laquelle Jean-Luc va embarquer éventuellement. Dans le fond, tu l'as dit, Daniel, c'est un travail qui porte sur les transformations à la régulation du système personnel, du système professionnel québécois. Comme on le sait, un personnage, un grand utilisateur de sciences et d'expertise, c'est le personnage du professionnel, c'est-à-dire des travailleurs qualifiés qui sont membres en règle, dans le cas du projet, d'un ordre professionnel comme le Collège des médecins ou l'ordre professionnel des agronomes ou l'ordre des comptables ou d'autres ordres professionnels. Et ce qui caractérise ces professionnels, c'est que parce qu'ils détiennent une expertise non partagée ou peu partagée, ils sont les seuls à pouvoir porter un titre comme le titre de médecin ou de comptable et surtout les seuls à pouvoir poser certains gestes d'expertise dans la vie quotidienne. Et c'est un personnage, ce professionnel, qui est omniprésent dans la société. Au Québec seulement, c'est plus de 400 000 personnes qui sont membres d'un ordre professionnel, en forte majorité des femmes d'ailleurs, dont plusieurs travaillent dans le réseau de la santé. Et parce que c'est un personnage non négligeable, ben, la régulation de ces professionnels-là suppose un appareil de régulation qui est important. Et au Québec, on compte 46 ordres professionnels qui encadrent ces 400 000 personnes réparties dans 55 professions différentes. Et il faut tenir compte du fait que tous ces ordres et tous ces groupes professionnels sont des acteurs politiques qui ont chacun des buts, des stratégies et des revendications d'expertise au sens où ils se déclarent experts de tel ou tel geste ou socle de connaissances et déploient des stratégies politiques pour faire valoir ces revendications d'expertise. Et ces 46 ordres professionnels-là sont régis, comme je l'ai dit, par un appareil assez imposant qui compte au Québec l'Office des professions, des dizaines d'ordres professionnels eux-mêmes et d'autres acteurs qui produisent notamment des règlements et d'autres textes contraignants pour réguler l'admission des membres aux différents ordres professionnels et pour réguler l'utilisation de leur expertise dans la vie de tous les jours. Et cet ensemble forme un système professionnel qui est très complexe, très politique et très étendu en termes d'appareils et de nombre de personnes qui sont concernées. La question qu'on s'est posée pour lancer le projet qui nous occupe, qu'on vous présente en partie aujourd'hui, c'est une question qui est très simple. Comment ce système de régulation de l'expertise professionnelle a été affecté par la crise de la COVID, par le contexte de crise généralisée qu'on connaît aujourd'hui? Et notre projet a pour but, d'une part, de recenser les transformations qui sont survenus dans l'action de l'État, c'est-à-dire dans la façon dont l'État a essayé, a entrepris de réguler l'utilisation des expertises professionnelles, et aussi les transformations survenues visibles dans les stratégies déployées par les groupes professionnels eux-mêmes. Est-ce que les groupes professionnels ont vu dans la pandémie une occasion de faire avancer leurs agendas politiques, par exemple, de faire avancer leurs revendications d'expertise, par exemple? Et finalement, un autre objectif de notre projet, c'est de comparer les résultats obtenus au Québec avec la situation du système professionnel de la Colombie-Britannique et, si on le peut, avec d'autres juridictions également. Et pour répondre à ces questions que je viens d'évoquer, on est en train, moi-même, Jean-Luc Bédard et Tracy Adams, de constituer 3 corpus documentaires avec l'aide notamment du Bureau d'initiative numérique du BIN, qui est abrité par le CIRST. Quels sont ces 3 corpus documentaires? L'un, celui sur lequel on va insister aujourd'hui, c'est le corpus dit réglementaire, c'est-à-dire qu'il est constitué en gros de tous les textes de nature réglementaire qui sont produits par l'État québécois
pour encadrer, pour réguler les expertises professionnelles. C'est sur ce corpus-là qu'on va se pencher aujourd'hui. Les deux autres corpus du projet, à titre d'information, étant un corpus médiatique qui est constitué de textes parus dans la presse et un corpus, disons, institutionnel, constitué notamment de littérature grise produite par les institutions. Excusez-moi, oui, voilà. Je vous ai dit que le corpus sur lequel on allait insister aujourd'hui, c'était le corpus dit réglementaire, qui est un corpus qu'on a construit à l'aide du BIN par le biais d'une recherche plein texte là, à l'intérieur de la Gazette officielle pour aller chercher une sélection, un corpus de textes d'intérêt à l'aide d'une série de mots-clés dont je vous passe les détails, mais qui constitue un corpus de textes réglementaires qu'on peut redécouper ensuite de diverses manières et dont on va parler aujourd'hui du sous-corpus le plus juteux, si vous voulez, c'est-à-dire le corpus de 43 textes qui présentent les liens les plus manifestes avec le contexte de pandémie. Ce corpus d'une quarantaine de textes est constitué presque exclusivement d'arrêtés ministériels, dont une forte majorité concerne le secteur de la santé, mais pas exclusivement. Il y a certains de ces arrêtés, dont certains d'une grande importance, qui touchent d'autres secteurs, notamment le secteur du droit. Et ça, on va voir que dans le cadre de notre projet, c'est significatif. Et ce qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes, ce sont les différentes formes d'intervention qu'on peut, à travers ce corpus-là, qu'on peut voir, les différentes façons dont l'État a cherché à réguler les expertises professionnelles en lien avec la pandémie. Donc, comment est-ce que l'État, en contexte de pandémie, a utilisé son pouvoir réglementaire pour contrôler, réguler, orienter les expertises professionnelles d'une façon pertinente en matière de pandémie. Et là, je vais céder la parole à Jean-Luc, qui va commencer à nous présenter la première de ces pistes. Oui, merci Julien. On m'entend bien? Oui, bon. Donc, la première de ces pistes concerne l'admission et la formation continue. D'abord, du côté de l'admission, il y a 31 textes qui concernaient la pandémie, qu'on peut donc qualifier de pandémique dans ce sens-là, qui étaient liés à la santé. 10 qui autorisent les ordres à assouplir l'admission de cliniciennes et stagiaires et aussi des retours à la pratique de la part d'anciennes, c'est-à-dire de retraités qui reprennent du service. Et ce qu'on voit aussi, c'est que du tout début, 15 mars jusqu'au 22 mai, il y a une espèce de va-et-vient dans la, si on veut, dans la radicalité de ces textes-là. Au tout début, l'État octroie des pouvoirs tout à fait discrétionnaires. Puis, peu à peu, impose diverses limites, dont certaines qui ensuite sont levées peu à peu. Alors, il y a comme un va-et-vient. On devine aussi avec, le contexte qui évolue, avec aussi la connaissance qui évolue sur à la fois la dynamique des réactions dans le milieu professionnel et dans l'organisation du travail, par exemple, si on se rappelle, là, avec les CHSLD notamment. Carrément aussi une meilleure compréhension de comment mieux agir. Donc, le système apprend, si on veut, sur le tas et s'ajuste peu à peu. Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit à l'arrêté du 15 avril que les médecins sont expressément exclus des dispositions de cet arrêté et qu'en fait,
le Collège des médecins semble s'être activement opposé à ce que l'accès à ces gestes réservés de son côté soit assoupli. Ce qu'on remarque aussi par une connaissance, puis aussi un intérêt en particulier de ma part sur la question de l'admission de professionnels formés à l'étranger, c'est qu'il y a une absence de mesures, en particulier du côté du Collège des médecins. En fait, il y a une fin de non-recevoir, alors que pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière des Outaouais, en Ontario, il y a des permis restrictifs temporaires qui sont émis pour 30 jours avec contexte de supervision. Donc, ce qui est possible en Ontario semble ne pas l'être au Québec et euh, c'est absent du corpus, mais vu qu'on s'intéresse à ces questions-là, on le voit, c'est dans la non-admission finalement. Ensuite, toujours avec pardon, la question de l'admission et de la formation continue. La formation continue, elle, c'est une question qui est importante pour l'ensemble des professions réglementées parce que cela assure un maintien des compétences et les professions réglementées, on peut dire qu'elles le sont parce qu'elles comportent un certain danger si elles ne sont pas réglementées. Donc, lorsque est implantée la formation continue de façon obligatoire en termes légaux autour de 1995, c'est une conséquence directe de la mission finalement des ordres professionnels et en amont du Code des professions qui est d'assurer la protection du public. Il y a donc une formation continue obligatoire et pas n'importe laquelle, progressivement, chacun des ordres autorise certaines activités de formation et retire d'autres activités de formation qu'on constate que ça ne doit pas en faire partie. Par exemple, autour de 2014, l'Ordre des ingénieurs a retiré l'obligation de lire la revue de l'Ordre comme comptant pour quelques heures par année pour la formation obligatoire, considérant qu'il y a d'autres activités qui seraient plus prioritaires pour assurer la protection du public. Donc, c'est un des principaux aspects par lesquels l'expertise se maintient et s'actualise. Puis là, on a vu avec le corpus, puis l'observation des arrêtés ministériels et des décrets, mais surtout des arrêtés, qu'il y a eu une accélération du processus réglementaire. Mais du côté de la formation continue, on n'a pas vu son équivalent, du moins pas encore. Parce qu'on peut penser qu'on pourrait s'en inspirer du côté de la formation continue pour accélérer les transformations de ce côté-là, sachant que de part et d'autre, du côté de l'admission et de la formation continue, ces changements-là sont habituellement très, très longs. Donc, ces textes de formation continue obligatoire et des règlements qui y sont associés deviendront plausiblement un lieu privilégié pour voir l'effet des mesures d'admission sur l'encadrement de ces personnes admises, que ce soit des étudiants, des professionnels formés à l'étranger, des personnes retraitées ou d'actes nouvellement attribués, parce qu'il y a eu un repartage avec d'autres professions voisines et aussi l'intégration de nouvelles technologies, qu'on pense au travail à distance, par exemple, pour des actes notariés. Je veux juste noter qu'il vous reste environ 5 minutes là, pour Merci. Je repasse la parole à Julien. Oui, c'est parfait. Dans le fond, comme on avait dit, l'État a procédé de 3 façons différentes pour réguler les professions en temps de pandémie. La première, c'était celle qu'on vient d'évoquer qui consistait à accélérer ou pas l'évolution des règles d'admission et de formation continue.
La deuxième de ces pistes, c'était carrément d'identifier de nouveaux gestes d'expertise qui visaient spécifiquement à gérer la COVID et donc à attribuer ces gestes-là à telle ou telle profession. On voit que certains des textes adoptés ont assigné de nouvelles tâches aux médecins, notamment la tâche de déclarer des exceptions individuelles à toutes les interdictions générales qui ont été promulguées. Par exemple, les interdictions de se déplacer d'une région à l'autre pouvaient être levées de façon exceptionnelle par des médecins. Et ça a pris une loi. Ça a pris des arrêtés pour déterminer cela. Mais surtout, quelques textes, et ça présage sans doute du futur, ont autorisé différentes professions à réaliser des tests de dépistage de la COVID, à vous rentrer un bâton dans le nez là, pour vous faire tester. Et pour certaines professions, comme les orthophonistes ou les sages-femmes, par exemple, ça a été perçu comme un gain significatif parce que ces autorisations semblaient reconnaître les compétences de ces professionnels en matière d'anatomie du visage, du nez, de l'anatomie otopharyngée, voilà. Ce qui était une reconnaissance d'expertise qui, pour, par exemple, les orthophonistes ou les sages-femmes, faisait écho à une revendication d'expertise antérieure à la crise. C'est comme si, indirectement, le fait de se faire attribuer la possibilité de faire des tests de COVID, ça venait faire avancer un agenda politique qui existait déjà. Et bon, jusqu'à présent, c'est un peu anecdotique, pas pour ces professions-là. À l'échelle du système, ça peut paraître anecdotique, mais ça laisse présager certaines politiques en cours en ce qui concerne la vaccination. Et alors qu'on préparait la présentation, mais jeudi dernier a été adopté un nouvel arrêté ministériel identifiant un grand nombre de professions qui pourraient être susceptibles de faire de la vaccination. Et là, on voit que l'enthousiasme ou le manque d'enthousiasme de certains groupes professionnels dépend du fait que cette autorisation converge ou pas avec des revendications d'expertise qui existaient déjà, donc avec leur propre agenda professionnel. Une troisième piste qui poursuit un peu sur ce sillon-là, c'est qu'on a vu adopter à l'occasion de la crise pandémique des modifications réglementaires qui viennent en fait réaliser des revendications d'expertise qui existaient déjà chez certains groupes. Et ces modifications ont été justifiées par l'urgence sanitaire, mais souvent sans aucune limite temporelle, ne sont pas limitées à la durée de la pandémie et donc sont d'une application a priori définitive et constituent pour certains groupes professionnels des avancées dans des agendas politiques qu'ils avaient déjà. Donc là, la pandémie a servi d'occasion pour faire avancer des agendas professionnels. Ça a été vrai dans le secteur de la santé. Dans divers cas, je n'en cite que quelques-uns, comme celui, par exemple, des sages-femmes qui se sont vues octroyer, à cause de l'état d'urgence, le droit de déclarer et d'encadrer des retraits préventifs, quelque chose qu'elles demandaient depuis longtemps. Se sont vues reconnaître le droit de prescrire des nouveaux médicaments, de réaliser de nouveaux tests, où là, bon, ça commence à être un peu pointu, mais on voit qu'il y avait là-dedans des demandes qui étaient faites depuis quelques temps et qui peinaient à être réalisées. Ça a été le cas aussi, on le voit chez les optométristes, que le fait d'être désigné comme service d'urgence dès mars, qui n'est pas quelque chose qui allait de soi pour eux, ça vient alimenter un projet qui est actif depuis quelques années de se rapprocher d'une définition de professionnel de soins aigus, plutôt que juste de la prévention, par exemple. Donc, ça vient aussi, c'est un petit bloc qui vient s'ajouter à un agenda professionnel qui préexiste à la pandémie. Et ça, on l'a vu non seulement dans le cas de la santé, puis c'est là-dessus qu'on va terminer ce point, mais aussi dans d'autres secteurs, comme dans le cas des notaires. Une chose qui m'avait beaucoup surprise, c'est certains des premiers textes réglementaires adoptés sous couvert de la pandémie concernent le notariat, en fait. La possibilité de signer, faire passer des hypothèques, ce genre de choses-là. Et des arrêtés ont autorisé les notaires à ratifier, signifier ou clore des documents à distance, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, sous l'encadrement totalement discrétionnaire de la Chambre des notaires qui était prête là, la semaine d'après. Pourquoi est-ce qu'ils étaient prêts si vite que ça? Bien parce que cette modification-là, en fait, c'est le cœur d'un projet de renouveler la profession de notaire, que cette capacité de procéder à des transactions à distance. Et c'est le cœur de tout un projet de renouvellement de la profession qui est défendu à l'intérieur de la profession notariale pour rapprocher le notariat d'un nouveau rôle d'expertise, centré sur la maîtrise d'un environnement technologique, d'une maîtrise d'une certaine pratique de médiation et d'accès à la justice. Donc, cette mesure d'urgence justifiée par la pandémie vient en fait faire avancer un gros morceau
de ce projet et de ce renouvellement des revendications d'expertise chez les notaires. Donc, pas juste en santé. Et bon, là, je ne les développe pas, mais on voit aussi d'autres occurrences intrigantes qui semblent pointer dans cette direction-là dans d'autres secteurs, notamment les secteurs liés à l'agriculture ou à la construction. Je vais laisser Jean-Luc conclure. Merci, Julien. Donc, j'y vais rapidement, mais question de respecter le temps, mais nos conclusions sont provisoires. Sur le fond, ce qu'on voit, c'est des pistes d'analyse sur l'effet du contexte de crise sur la régulation des expertises de profession. Donc, on a parlé de l'admission, la régulation de nouveaux gestes ou le partage de nouveaux gestes, et l'accélération, comme Julien disait, de revendications d'expertise existantes. En passant aussi, les arrêtés puis les décrets, sauf exception, ils n'ont pas de date de péremption, entre guillemets, pas de date de fin. Donc, on peut se demander, après tout ça, post-COVID, comment va se réorganiser le système professionnel avec ces nouvelles conditions pratiques qui sont autorisées dans la condition d'urgence, dans l'état d'urgence. Ensuite, des leçons de méthode portant surtout sur la volume même du corpus. On voit qu'il y a une industrie de règlement, on pourrait dire, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus au niveau parlementaire et gouvernemental dans les administrations. Puis, c'est par moments très lourd, ce qui a même amené récemment le Conseil interprofessionnel du Québec à parler d'hypertrophie réglementaire. Puis ensuite, les modifications à la régulation des professions, a priori, on regarde ça et puis ça semble anodin ou très technique. Mais quand on connaît l'historique qu'il y a derrière, c'est là que ça devient intéressant aussi. Avec ce que Julien mentionnait aussi, des travaux qui sont en cours depuis X années et avec le contexte d'urgence, des organisations en profitent pour, à bon escient, de façon très pertinente, faire avancer plus rapidement des choses qui ont avancé à pas de tortue plutôt précédemment. Puis ensuite, c'est important de ne pas réduire la cueillette de données de façon méthodologique toujours aux intitulés des documents parce que si on s'attardait seulement à code des professions ou le nom de l'ordre professionnel, comme tel, on recueillerait peu. C'est avec des recherches plus larges aussi qu'on peut attraper et avec d'autres couches aussi là, dans les suites qui vont venir dans notre projet, là, avec d'autres sources de documentation qui pourront enrichir ce corpus-là. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Tracy Adams, qui est votre interlocutrice. Comme on a pris du retard, on va essayer de respecter les 10-15 minutes de discussion pour donner la parole ensuite à Vincent Larivière et Cassidy Sujimoto pour la prochaine présentation. Donc, Madame Adams. Okay, and I'll try to be brief. Pardon me for speaking in English. I do have some things I really want to say because I'm very excited about this project looking at regulatory changes under COVID. I've been doing a little bit of research in a different vein on this myself. So I just wanted to say a little bit about what I like about this and then provide a bit of context. These regulations really provide, I think, a window into not only what's going on amongst professions and the system of professions as they jockey for position, but also state-profession relations. And so I think it's really valuable. And I think we can distinguish here between sort of two types of goals that this regulatory activity is aiming towards, and some are just short term, right? So ensuring that
a region can meet the surge in demand for healthcare, but some of it obviously is longer term as groups try to take advantage of the pandemic in the current context to maybe pursue a long-standing goal for professional advancement. I also wanted to note that a lot of the things that have been identified by Jean-Luc and Julien we see them in other countries and we see them in other provinces. The use of retirees, the greater use of students, but there are some differences, right, in terms of which groups maybe are given which privileges, and as they pointed out, the lack of attention to internationally educated in many places, but some places are touching on them. But I think that it's not only professions that are using this moment to kind of pursue their own agenda, and we've seen it amongst governments as well. So recently the Ontario government used their emergency powers under the pandemic to legislate against teachers, to change how they're regulated, how they're hired. And in Alberta, again, they use their emergency measures to push through legislation to change how health professions are regulated and the makeup of regulatory colleges. So I think we do see this, this pandemic has provided an opportunity both for professionals, but also for state actors to pursue agendas that they may have had already. And in this context, though, because we can see these interprofessional and international differences, I love that the plan is to do a comparative analysis. Because, you know, which groups are singled out, the fact that, you know, Ontario and Alberta are using this moment to push an agenda while other provinces are not. You know, is that about politics? Is that about expertise? Is that about professional projects? I think we need a comparative approach to really disentangle, I think, what's going on here. And I think by doing so, we can get a clearer sense of the role of expertise in this moment in time, and get a sense of what the changes, because the changes that are being made here may have long-lasting implications and different implications. Some groups are likely to benefit and have an expanded position, as we've seen. Others are maybe marginalized. And so to see how this moment in time has opened up opportunities for groups to mobilize and take advantage, I think will be really worthwhile looking at in the months to come. So thank you. Thanks. Julien ou Jean-Luc, voulez-vous réagir au propos de Tracy Adams? Oui, ben, merci beaucoup. I think you're absolutely right when you're stressing the fact that state agents too want to push their own agendas, including related to professional politics. And we see in Quebec the same thing as in other provinces, and as in Ontario, like when the state is using the pandemic to push its own agenda in education, and using the emergency state to make teachers' union look bad, fundamentally, and so gain some other leverage over them. We could also add one other kind of category of actors in that game, and that might be occupational groups that do not have professional colleges right now. And we've seen to this point some of these groups trying to act like professional colleges to strengthen their claim to be recognized as one. We've seen it in education, where in Quebec we don't have a professional corporation of teachers, only unions, and all
all the lines about, oh, we should have a professional college of teachers because unions can be held accountable for the public safety, also serves the agendas of groups like special educators who wants to get in the professional system. So we have really a very large collection of actors interested, and state actors as well. Sorry. Jean-Luc, I don't know. Oh, just a short comment. It's a great idea to stress the benefits of comparative view. Only to help us to think outside of the box. When we are centered on the view on Quebec, and then we look at, as you know, Tracy, what's going on in Alberta, where they want to merge disciplinary bodies. That could be an interesting idea for Quebec, but in what terms? And it's interesting to see how it works out there in Alberta. Of course, it's another context, smaller, perhaps, groups of professionals, but still, I know that it's being discussed among professional actors in Quebec who are aware of those changes because, as Conseil Interprofessionnel mentioned, there's a hypertrophy of regulation going on that unserves the professional system. So I'll stop here. We could go on and on. We haven't thought about the sage-femme, the midwives, but that's an interesting case as well. And as Julien mentioned, also the aspiring professional categories that would like to get in that circle of regulated professions. Thank you.